Bienvenue sur Légendes et Vérités. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car pour la première fois sur la chaîne, nous mettons à l'honneur une grande figure féminine de l'histoire africaine. Et quelle figure? Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse. Prophétesse pour les siens, résistante pour l'histoire, elle a été choisie, disent certains, par les esprits eux-mêmes pour libérer son peuple. Arrêtée, exilée, persécutée, mais jamais brisée. Son courage, son charisme et son destin tragique font d'elle l'une des héroïnes les plus puissantes de notre mémoire collective. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans sa vie, de son enfance à Cabrousse jusqu'à sa disparition dans les geôles coloniales, en passant par ses visions, ses prophéties et son appel à la résistance. Préparez-vous à un récit rare, vibrant et profondément inspirant. Elle n'avait ni fusil, ni armée, mais elle a défié l'empire colonial français. Voici l'histoire d'Aline Sitoé Diatta, la prophétesse rebelle du Sénégal. En 1920, dans le village de Cabrousse, situé en Casamance au sud du Sénégal, naît Aline Sitoé Diatta, une jeune fille promise à un destin exceptionnel. Cabrousse, petit village niché entre mangroves et forêts tropicales, est au cœur du peuple Diola, un peuple farouchement attaché à ses traditions, à sa terre et à ses ancêtres. Dans cette région, la spiritualité imprègne la vie quotidienne. Les Diola pratiquent une forme de religion traditionnelle animiste, centrée sur les forces de la nature et le culte des ancêtres. Aline grandit dans ce terreau culturel riche et puissant, où l'équilibre entre les humains, les esprits et la terre est sacré. C'est un monde où les femmes ont un rôle important dans la spiritualité, les rituels, et la vie communautaire. On enseigne à l'enfant l'importance de l'honneur, du travail collectif, de la parole donnée et de la terre nourricière. Ces valeurs, gravées dès l'enfance, seront au cœur de son engagement futur. Aline est la fille de Silisia Diatta et Assonelo Diatta. Très jeune, elle est frappée par un drame qui va marquer son existence, la mort de son père. Devenue orpheline de père, elle est confiée à la garde de son oncle paternel, Elabalin Diatta, une figure influente et respectée dans le village. Ce dernier prend soin d'elle et devient son principal tuteur. Dans une société où les liens familiaux sont essentiels, cette protection reste un pilier de sa stabilité émotionnelle. Mais le destin s'acharne. Son oncle est arrêté par les autorités coloniales françaises probablement pour des raisons politiques ou en raison de ses prises de position communautaires. Il est emprisonné à Ziguinchor, où il meurt en détention. Cet événement tragique, encore mentionné aujourd'hui comme un point central de sa biographie, provoque chez Aline un choc profond. À travers cette perte, elle découvre pour la première fois la violence de la domination coloniale. L'injustice ne frappe plus un inconnu, mais sa propre famille, son protecteur. Encore jeune, Aline quitte Cabrousse et s'installe à Ziguinchor, la capitale régionale de la Casamance, devenue un centre administratif et commercial de l'administration coloniale. C'est un monde très différent de celui de son village, plus urbain, plus hiérarchisé, et profondément colonisé. À Ziguinchor, elle devient docker, un métier extrêmement pénible et physiquement exigeant, d'autant plus rare pour une femme à cette époque. C'est le signe d'une extrême précarité, mais aussi de son courage et de sa détermination à survivre. Travailler sur les quais, c'est aussi être aux premières loges de l'exploitation coloniale, voir les produits locaux riz, huile de palme, arachides partir vers l'Europe sans que les populations locales n'en bénéficient. Aline apprend à lire entre les lignes du système. Elle observe les abus, la pauvreté, les brimades, les humiliations. Et surtout, elle commence à comprendre les rouages de l'oppression. À la recherche de meilleures conditions, Aline quitte Ziguinchor pour Dakar, alors capitale du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. Dakar est à l'époque une ville en pleine croissance, cosmopolite, traversée par les courants de pensée venus d'Europe mais aussi d'Afrique du Nord, d'Asie, et des Antilles. Mais c'est aussi une ville profondément coloniale, où le clivage entre colonisateurs et colonisés est manifeste. Là, Aline travaille comme servante chez un Européen, un régisseur colonial haut placé dans l'administration des denrées alimentaires. Ce type de poste l'expose directement à la gestion des ressources alimentaires, à leur réquisition pour la métropole, à l'injustice flagrante de la répartition. Elle est témoin de la façon dont le régime colonial contrôle les biens essentiels, tout en appauvrissant les populations locales. Cette expérience de travail domestique, vécue de l'intérieur, lui ouvre les yeux sur une autre facette de la domination coloniale, non plus seulement physique ou militaire, mais structurelle et silencieuse. C'est la domination par la faim, par la peur, par la dépendance. À Dakar, Aline rencontre Thomas Diatta,
un compatriote originaire de Cabrousse comme elle, et docker de métier. Leurs liens se fondent sur une solidarité d'exilés, deux âmes déracinées dans une ville étrangère, deux survivants du système colonial. Leur union donne naissance à une fille, Sénabou. Il n'est pas précisé si Thomas et Aline étaient officiellement mariés, mais leur vie commune témoigne des conditions de vie difficiles des travailleurs africains dans les grandes villes coloniales. La maternité d'Aline ne l'éloigne pas de son engagement latent. Elle continue de travailler, de s'interroger, de ressentir les tensions du monde autour d'elle. Être mère dans ces conditions, c'est aussi être une résistante silencieuse, une survivante. Le monde entre dans la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au début des années 1940. La France est occupée par l'Allemagne nazie, et les colonies sont placées sous le contrôle du régime de Vichy. En Afrique de l'Ouest, les autorités coloniales renforcent leur emprise, les jeunes hommes sont réquisitionnés comme tirailleurs sénégalais, les produits agricoles sont confisqués, et les peuples sont appauvris pour soutenir l'effort de guerre métropolitain. À Dakar, le climat devient plus tendu. Les dénonciations sont fréquentes, la répression s'intensifie. On exige toujours plus de sacrifices aux populations africaines, sans reconnaissance ni retour. La nourriture vient à manquer, les prix flambent, les autorités ferment les yeux sur les injustices. C'est dans ce contexte que le cœur et l'esprit d'Aline Sitoé Diatta s'éveillent véritablement à la résistance. Elle ne le sait pas encore, mais cette souffrance collective, ce feu intérieur, cette mémoire des humiliations subies par elle, par son oncle, par son peuple va bientôt faire d'elle l'une des figures les plus puissantes de la lutte anticoloniale au Sénégal. En 1941, alors qu'elle est encore jeune adulte, Aline affirme avoir entendu une voix surnaturelle qui l'appelle à une mission, libérer son peuple du joug de l'administration coloniale. Cette voix, qu'elle identifie comme celle du Dieu imité, la divinité suprême dans la spiritualité Diola, ne lui laisse aucun répit. Au début, Aline est déstabilisée. Elle choisit de ne pas obéir immédiatement à cette injonction, convaincue peut-être que ce phénomène mystique pourrait n'être qu'une illusion passagère. Pourtant, cette hésitation lui coûte cher. 4 jours après avoir entendu la voix, elle est brutalement frappée de paralysie. Les témoignages varient à ce sujet, certains affirment que cette paralysie fut soudaine et complète, la laissant incapable de marcher, tandis que d'autres soutiennent qu'Aline était déjà partiellement paralysée depuis l'enfance. Mais ce qui est certain, c'est que cette paralysie va renforcer son aura spirituelle. L'événement est interprété dans son entourage comme un signe divin, une sorte de sanction ou de rappel venu d'imiter lui-même. Le message est clair, elle ne peut pas ignorer l'appel. Incapable de poursuivre son travail à Dakar, Aline est contrainte de rentrer dans son village natal, à Cabrousse, en Casamance. Le voyage est long et éprouvant. Ce retour forcé va devenir, dans l'imaginaire collectif, le début de sa mission sacrée. À son arrivée à Cabrousse, un fait troublant se produit. La paralysie dont elle souffrait depuis plusieurs jours disparaît soudainement, comme par miracle. Elle retrouve l'usage de ses membres, bien qu'une légère boiterie persiste pour le reste de sa vie. Ce phénomène est interprété par les habitants comme une guérison surnaturelle, un acte de miséricorde de la part d'Émité, validant sa mission prophétique. Dès lors, Aline n'est plus perçue comme une simple jeune femme revenue de Dakar. Elle devient la voix d'Émité, la prophétesse du peuple Diola, la résistante spirituelle contre le colonialisme. Le village tout entier reconnaît en elle une autorité nouvelle, ancrée non pas dans les armes ou la politique, mais dans la foi, la guérison et la justice. C'est dans ce contexte qu'elle est élue reine de son village. Dans une société Diola fortement structurée autour de la tradition, cette reconnaissance est extraordinaire. Non seulement parce qu'elle est jeune et femme, deux statuts habituellement marginalisés dans les sphères d'autorité spirituelle et politique à l'époque, mais aussi parce qu'elle émerge à un moment critique de l'histoire du Sénégal, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que la colonisation française intensifie ses prélèvements humains, économiques et religieux. Beaucoup la considèrent comme une sainte, une guide, une mère du peuple. Des foules commencent à se rassembler autour d'elle, à Cabrousse et dans les villages voisins. Certains lui attribuent même des miracles, des guérisons, des prédictions accomplies, des signes célestes. Le mouvement Aline Sitoé Diatta naît ainsi, dans une ferveur populaire inédite en Casamance. L'enseignement d'Aline ne se limite pas à la spiritualité. Très rapidement, ses paroles prennent un tour plus politique.
Elle appelle les populations à ne plus payer les impôts coloniaux, à refuser les réquisitions de riz, d'huile, de bois ou de bétail, à ne plus servir comme tirailleurs sénégalais, et à cesser de travailler pour les colons. Son objectif, mettre fin à l'exploitation brutale des populations rurales de Casamance au profit de l'administration française et de ses intérêts économiques. Dans plusieurs villages, des habitants suivent ces recommandations à la lettre. Des scènes de résistance s'organisent, refus de remettre les récoltes, dénonciation des chefs locaux inféodés à la colonisation, boycott des commerçants français, abandon des habits européens. Le port du pagne traditionnel devient un signe de ralliement. Des chants et des danses rituelles s'élèvent dans les clairières, célébrant la renaissance de la culture diola et la fin prochaine de l'oppression. Aline encourage aussi la réhabilitation des coutumes ancestrales, elle interdit l'alcool, encourage les jeunes, recommande des bains rituels dans les rivières, et appelle les gens à la chasteté et à la solidarité. À ses yeux, la libération du peuple passe d'abord par une purification morale et spirituelle. En cela, elle rappelle les grandes figures spirituelles de résistance du continent, comme Simon Kimbangu au Congo ou Kimpavita en Angola, qui avaient eux aussi mêlé foi et insoumission. L'administration coloniale de Ziguinchor, d'abord amusée par ce qu'elle considère comme une « agitation religieuse de village », commence rapidement à s'inquiéter de l'ampleur du phénomène. Les rapports des chefs de cercle, des commandants de brigade et des missionnaires indiquent une montée alarmante de la défiance à l'autorité française. Des centaines de paysans refusent de livrer leur riz aux comptoirs coloniaux. Les notables locaux qui collaborent avec les colons sont chassés ou menacés. L'ordre colonial chancelle dans une région historiquement difficile à contrôler. Aline Sitoé Diatta est convoquée à plusieurs reprises par les autorités. Elle refuse de comparaître, déclarant qu'elle n'a de compte à rendre qu'à Dieu et à ses ancêtres. Lorsqu'elle finit par se rendre à Ziguinchor sous la contrainte, elle tient tête aux administrateurs français avec calme et assurance. Les témoins rapportent que son regard est intense, sa voix douce mais ferme, et qu'elle ne montre aucune peur face aux représentants du pouvoir. L'administration tente alors de discréditer son image, elle est accusée de folie, de sorcellerie, de subversion. Mais ces accusations renforcent encore plus son aura auprès des populations. On raconte que même les gendarmes envoyés pour l'intimider tombent sous son charme spirituel, et que des soldats refusent de l'arrêter. Sa parole est désormais perçue comme sacrée. Face à l'échec des tentatives d'intimidation, les autorités coloniales passent à la répression. Plusieurs proches d'Aline sont arrêtés, interrogés, voire torturés, mais Aline ne fléchit pas. Des patrouilles coloniales sillonnent la région, détruisent des lieux de culte traditionnels, confisquent des biens, ferment les marchés, imposent des couvre-feux. Cabrousse devient un village encerclé, surveillé nuit et jour. Mais la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, les femmes, en particulier, prennent une place centrale dans le mouvement, elles organisent les rassemblements, chantent les louanges d'Aline, forment des cercles de prière et transmettent les messages de résistance dans les villages. La figure d'Aline Sitoé Diatta devient un mythe vivant. On l'appelle parfois la Jeanne d'Arc de Casamance. D'autres la voient comme une réincarnation des grandes prêtresses de la tradition diola. Son pouvoir charismatique déstabilise l'autorité coloniale et interroge profondément les missionnaires chrétiens, incapables de rivaliser avec son influence. Ce qui distingue particulièrement le mouvement d'Aline Sitoé Diatta, c'est la place centrale des femmes dans la résistance. Dans une société où les femmes, bien que très présentes dans les rituels et l'agriculture, sont souvent écartées des décisions politiques, le leadership d'Aline crée une dynamique nouvelle. Elle parle directement aux femmes, les incite à l'émancipation morale et au courage. Elle les appelle à ne plus se soumettre aux chefs imposés par les colons, à éduquer leurs enfants dans l'esprit de liberté, et à refuser les mariages forcés. Plusieurs femmes deviennent à leur tour des figures locales de résistance, prêtresses, messagères, guérisseuses. Des chants exclusivement féminins émergent pour raconter les exploits d'Aline, ses visions, sa parole de vérité. Les anciens affirment que le cœur du mouvement n'était pas seulement dans les prêches d'Aline, mais dans la ferveur des femmes qui portaient sa voix jusque dans les coins les plus reculés de la Casamance. La force d'Aline réside dans la spiritualité. Elle n'a pas d'armée, pas de milice, pas d'armes. Mais elle a le peuple. Elle a imité. Et elle a la parole. Elle transforme chaque prière, chaque chant, chaque guérison en acte politique, en forme de refus du système colonial. Elle redonne aux paysans casamançais la dignité,
le courage et l'espoir. Dans une époque marquée par la misère, la famine, la conscription et les abus, son message est une lumière. Ses prêches appellent aussi à la fin des conversions forcées au catholicisme. Elle encourage son peuple à rejeter les valeurs occidentales, à reprendre les traditions, les danses, les chants sacrés, et à honorer la nature. Pour elle, la colonisation n'est pas seulement politique, elle est aussi une guerre spirituelle. Et cette guerre, elle est bien décidée à la mener jusqu'au bout. À la fin de l'année 1942, la situation devient explosive. Les administrateurs coloniaux à Dakar reçoivent des alertes, la Casamance devient une zone de troubles persistante. Les appels à l'insoumission se multiplient. Des lettres anonymes, envoyées par des colons ou des chefs traditionnels fidèles à la France, réclament l'arrestation immédiate d'Aline, qualifiée de dangereuse, prophétesse agitatrice. Les colons redoutent que son message ne s'étende au-delà de la Casamance, vers la Gambie ou la Guinée-Bissau, où des mouvements similaires apparaissent. Les réseaux de renseignement militaires évoquent la nécessité d'une action décisive pour faire taire cette voix insoumise. Dans ce climat de tension extrême, Aline continue ses prédications, consciente des dangers mais convaincue de la justesse de sa mission. Elle déclare à ses disciples, « Ils peuvent emprisonner mon corps, mais ils ne pourront jamais enfermer la vérité. » Après son arrestation, Aline Sitoé Diatta fut rapidement transférée loin de ses terres. Pour éviter tout soulèvement ou tentative de libération, l'administration coloniale décida de l'éloigner le plus possible de la Casamance. Son lieu de détention fut d'abord incertain, mais la plupart des sources s'accordent à dire qu'elle fut envoyée à Tombouctou, dans le Soudan français, aujourd'hui le Mali, une ville lointaine au climat rude, isolée, où les autorités espéraient qu'elle disparaîtrait dans l'oubli. L'exil d'Aline à Tombouctou fut un exil de souffrance. Arrachée à son peuple, à ses terres, à ses rites, elle fut plongée dans un univers inconnu. Là-bas, la captivité ne fut pas seulement physique, elle fut aussi spirituelle. Privée de sa liberté, de sa mission prophétique, elle subit aussi, selon certaines sources, des mauvais traitements. Sa santé déclina rapidement. Pourtant, même en exil, son aura ne s'éteignit pas. Des lettres circulaient. Des récits se transmettaient. Les prisonniers, les gardiens, les témoins de sa dignité furent impressionnés par sa force morale. Aline ne fléchit pas. Elle continuait de prier, de jeûner, et de croire en la justice divine. Pour ses proches restés à Cabrousse, elle devenait une figure martyre. Son silence forcé renforçait encore sa stature. Aline Sitoé Diatta mourut en 1944, probablement à Tombouctou, dans des conditions obscures. Les sources officielles de l'époque se contentèrent de mentionner son décès sans précision. Aucune cérémonie, aucun rapatriement de son corps, aucun monument immédiat. Ce silence en disait long sur la peur qu'elle continuait de susciter, même morte. Les causes exactes de sa mort demeurent incertaines. Il est souvent avancé qu'elle mourut des suites de privation, de malnutrition ou de maladies contractées en détention. D'autres versions parlent de mauvais traitements ou d'empoisonnement. Quoi qu'il en soit, elle avait à peine 24 ans. Une vie brève, mais dont l'écho continue de résonner des décennies plus tard. La mort d'Aline ne signifia pas la fin de son combat. Au contraire. Dès la fin de la colonisation, et même avant, son souvenir fut ravivé. Elle devint un symbole de résistance féminine, de piété, de courage. Une figure nationale. Dans les années qui suivirent l'indépendance du Sénégal en 1960, son nom fut célébré. À Dakar, la principale place publique portait désormais son nom, la place Aline Sitoé Diatta. Elle fut aussi donnée à une université à Ziguinchor, à des écoles, à des stades. À Cabrousse, des cérémonies annuelles rappellent son engagement. Des artistes, des poètes, des musiciens lui rendent hommage. Mais au-delà des hommages officiels, Aline reste vivante dans la mémoire populaire. En Casamance, elle est évoquée dans les chants, les prières, les contes. Pour beaucoup, elle n'est pas morte, elle s'est simplement retirée dans un autre monde, d'où elle veille sur son peuple. L'histoire d'Aline Sitoé Diatta illustre la profondeur du lien entre spiritualité et politique dans les résistances africaines à la colonisation. À la différence d'autres résistants armés, Aline mena un combat mystique. Son charisme venait de sa foi, de sa proximité avec le sacré, et de sa capacité à incarner un idéal collectif.
Femme dans une société dominée par des figures masculines, jeune dans un monde d'anciens, non lettrée face à l'administration française, Aline fut tout cela à la fois et pourtant, elle marqua l'histoire plus durablement que bien des chefs de guerre. Elle incarne la force douce, la fermeté spirituelle et l'insoumission pacifique. Aujourd'hui encore, sa vie est étudiée dans les écoles, ses valeurs sont transmises comme un modèle de patriotisme. Elle est une référence pour les luttes sociales, les mouvements féminins, les résistances culturelles. Aline Sitoé Diatta n'a pas laissé d'écrits, pas de discours consignés, pas de mémoire. Mais son passage a été un souffle. En à peine quelques années, elle a réveillé une conscience. Sa force tranquille, son courage face à la machine coloniale, son engagement pour la justice, résonnent comme une leçon d'histoire et d'humanité. Elle est l'une des rares femmes africaines à avoir défié seule une administration coloniale toute puissante. Son héritage dépasse le Sénégal et s'étend à toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un continent en quête de repères, son nom reste un phare. Aline Sitoé Diatta, martyre de la liberté, prophétesse du peuple, continue d'inspirer. Sa voix, bien qu'étouffée, n'a jamais cessé de parler. Et vous, que retenez-vous du combat d'Aline Sitoé Diatta? Pensez-vous que son courage et sa foi méritent une place plus grande dans notre mémoire collective? Dites-le nous en commentaire, on en parle ensemble. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines immersions dans les récits méconnus des héros africains. Mais, ne vous arrêtez pas là. La chaîne regorge d'autres histoires tout aussi poignantes, chacune de ces figures éclaire un chapitre essentiel de notre héritage. Explorez-les, partagez-les, appropriez-les-vous, car connaître notre histoire, c'est aussi libérer notre avenir. Merci du fond du cœur pour votre présence, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de notre histoire.